Les matins de France Culture, Guillaume Erner. La guerre entre la Russie et l'Ukraine entraîne une hausse record du prix des matières premières alimentaires, du blé, de l'huile, du soja notamment. L'Europe se prépare à connaître une réelle crise alimentaire. La situation sera sans doute plus difficile encore dans d'autres régions du monde, au Maghreb par exemple. Comment concilier souveraineté alimentaire et solidarité, productivité et respect des écosystèmes? Pour en parler, nous sommes en duplex à Bruxelles avec Pierre-Marie Aubert. Bonjour. Bonjour, vous coordonnez l'initiative politique publique pour l'agriculture européenne et je remercie Angélique Bouin de rendre ce duplex possible. Et puis ici en studio à Paris, Michel Portier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'Agritel, un cabinet d'analyse et de conseil spécialisé dans les marchés agricoles et agro-industriels. Et dans le journal L'Opinion du jour, il est indiqué qu'aujourd'hui, il y a environ 20 millions de tonnes de céréales bloquées dans les silos ukrainiens, bloquées par les Russes. Et de la même façon, d'après les informations donc dévoilées par le journal L'Opinion, près de 500 000 tonnes de céréales ont été volées par la Russie dans les zones qu'elle contrôle aujourd'hui en Ukraine. Donc il s'agit, Michel Portier, d'une arme alimentaire qui est délibérément utilisée par la Russie. Tout à fait, la Russie est le premier pays exportateur de blé au monde. L'an passé, on estime qu'ils ont pu exporter pas loin de 35 millions de tonnes de blé. Très clairement, M. Poutine prépare, j'ai presque envie de dire, son coup depuis 2014, puisque après la révolution de Médan, il a incité fortement son agriculture à devenir beaucoup plus productiviste et à atteindre non seulement une autonomie agricole, une autonomie au niveau de l'utilisation des céréales et oléagineux, mais surtout d'avoir une possibilité d'avoir une influence importante sur la scène internationale, à tel point qu'il ne se cache pas de dire si vous êtes gentil avec moi, vous aurez mon blé, si vous ne me soutenez pas ou vous me critiquez trop, évidemment, je ne vous livrerai pas la marchandise que j'ai à disposition en tant que premier pays exportateur de blé au monde. Qu'a-t-il fait pour augmenter la productivité et la production donc en céréales ? Il a soutenu énormément son agriculture. Il a soutenu énormément son agriculture, à la fois en subventionnant, j'allais dire, ses producteurs, mais aussi en développant énormément ses structures logistiques. Quand je dis ces structures logistiques, il a développé le ferroviaire, il a développé, augmenté la capacité d'exportation de ses principaux ports, dont Novorossiysk notamment. Donc, il a investi énormément, on va dire, dans tout ce qui est infrastructure logistique et inciter les agriculteurs à produire plus. Comment ? En soutenant les prix. De toute façon, c'est la meilleure façon effectivement d'inciter les agriculteurs à produire plus. Et la Russie va encore produire plus dans les années à venir. Pourquoi ? Parce qu'ils sont parmi les bénéficiaires du réchauffement climatique. On comprend bien très clairement qu'avec le réchauffement climatique, il y a de plus en plus de terres cultivables. On monte de plus en plus au nord de la Russie. D'habitude, encore ces dernières années, l'essentiel de la production se concentrait dans le sud, bien évidemment, là où il y avait peu de risque de dégâts de gel l'hiver. Avec le réchauffement climatique, on voit très bien les zones géographiques qui se déplacent vers le centre et vers le nord, où il y a de plus en plus donc, de terres qui sont cultivables. L'exploitation type en Russie, quelle est-elle ? Ce sont des exploitations de grande taille. Qui les possède ? Qui a aujourd'hui part à cette entreprise de développer la production agricole russe, Michel Portier? Alors, on a vraiment deux catégories d'exploitation. On a les toutes petites exploitations, on va dire un petit peu vivrières, qui correspondent et répondent aux besoins de l'agriculteur et de sa famille, très, très clairement, qui existent encore. Mais on a une grande disparité avec des exploitations de taille gigantesque. On a plusieurs exploitations, nous-mêmes chez Agritel, que l'on conseille, qui font 200 000, 300 000 hectares. C'est-à-dire que ça existe où des exploitations de cette taille en dehors de la Russie? Ça existe. Je crois que l'exploitation la plus grande que j'ai visitée, c'est au Kazakhstan avec 1 million d'hectares.
Donc c'est gigantesque. Hein. Lorsque vous visitez une exploitation comme ça d'1 million d'hectares, je me rappelle, il y avait 60 moissonneuses-batteuses sur le même champ. Combien de personnes travaillent dans des exploitations? Dans les exploitations, le salaire est très faible, hein, le SMIC est très faible, donc vous avez, même s'il y a une mécanisation qui se développe de manière de plus en plus importante, si on compte le nombre d'UTH, évidemment, à la tonne de blé. UTH, pardon, unité de travailleurs humains. Donc, on va dire nombre de salariés à la tonne de blé, il est relativement important puisque la main-d'œuvre ne coûte pas cher là-bas. Donc, très clairement, il y a un avantage, on le sait très bien, compétitif à la fois en termes de surface, parce qu'il est très clair que lorsque vous avez des parcelles qui font 1000 hectares, c'est beaucoup plus facile à cultiver avec un très gros tracteur, un très gros semoir, et on a des moyens importants au niveau technique, technologique pour optimiser ces investissements en matériel. Et puis, il y a l'avantage de réduction, effectivement, des coûts à l'hectare. Mais alors, ça signifie qu'on a affaire à des monocultures à perte de vue dans certaines régions ? Alors, monoculture, non. Ils sont capables de faire de la polyculture, mais peut-être une polyculture très ciblée, on va dire blé, orge et tournesol. Hein, il ne faut pas oublier que... C'est complémentaire ? Oui, c'est complémentaire, mais c'est ce qu'on appelle la rotation des cultures. C'est-à-dire, lorsque vous faites un blé une année, l'année d'après, généralement, vous faites une orge, et la 3e année, vous cassez ce qu'on appelle la production céréale, l'assolement céréal, en mettant soit un oléagineux, soit un protéagineux, donc un tournesol, un colza ou un soja ou autre. Donc c'est ce qu'on appelle la rotation des cultures. Donc ce ne sont pas que des cultures, que de la monoculture. C'est vrai que c'est impressionnant lorsque vous voyez un champ de 1000 hectares qui fait 1000 hectares de blé, mais l'année d'après, il fera peut-être 1000 hectares de tournesol ou 1000 hectares d'orge. Mais juste pour nous donner un ordre d'idée, en France, l'exploitation moyenne en céréales, elle fait quelle taille ? Écoutez, on considère en France, alors je me méfie toujours un petit peu des moyennes, hein, c'est toujours un petit peu compliqué, mais la moyenne peut-être des fermes françaises en céréales va tourner peut-être autour de 110-120 hectares. Quoi. Et les plus grandes exploitations françaises ? Les plus grandes exploitations françaises, dès l'instant où on franchit les 1000 hectares, c'est remarquable, entre guillemets, c'est-à-dire vous allez avoir 1000-2000 hectares. Mais on a aussi une politique qui n'incite pas spécialement en France à l'agrandissement des exploitations. J'en veux pour preuve les nouvelles lois qui vont être mises en application par les SAFER, ce qu'on appelle. Hein. Alors là, il faut rappeler ce que sont les SAFER. On les étudiait en géographie, mais... Lorsqu'on les étudiait en géographie, très clairement, aujourd'hui, si vous voulez vous agrandir, vous êtes obligé de passer par une autorisation administrative par les SAFER, et ces autorisations empêche quelque part ou limite quelque part, si vous voulez, l'agrandissement des exploitations. Vous ne faites pas ce que vous voulez de la terre agricole. On ne fait pas ce que l'on veut de la terre agricole en France, très clairement. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire tout et n'importe quoi. Très clairement, évidemment, il joue un rôle d'essayer de conserver un certain nombre d'agriculteurs sur le territoire, puisque on a énormément de disparitions d'agriculteurs en France, et cela va s'accentuer de par un âge très vieillissant de la population agricole, avec énormément d'agriculteurs qui vont partir à la retraite. Mais très clairement, il y a des contraintes administratives en France et plus largement en Europe qui certainement empêchent peut-être une optimisation en termes de coût de revient, par exemple, sur une exploitation. Mais alors, justement, lorsque l'on voit ces évolutions-là, Pierre-Marie Aubert, je rappelle que vous coordonnez l'initiative politique publique pour l'agriculture européenne. J'imagine que cette évolution de l'agriculture russe, elle a été suivie. Depuis 2014, disait Michel Portier, on a affaire à une mutation. Est-ce qu'on n'a pas considéré que cela augurait de l'utilisation d'une véritable arme agricole de la part de la Russie ? Je pense que effectivement, c'est des questions qui ont été posées. Hein. Des collègues comme Sébastien Habis posent ces questions depuis longtemps. C'est vrai, comme a dit Michel Portier, que au moment après l'embargo russe, la Russie s'est concentrée sur ce qu'elle pouvait encore produire et exporter, en l'occurrence l'agriculture. Et je pense qu'il faut pas parler que de la Russie du point de vue on va dire des céréaliers ou de la demande en céréales européenne
et en oléagineux aussi. Hein. Donc les oléagineux, hein, ce sont les tournesols dont a parlé Michel Portier. On a vu depuis 2000, même avant 2014, hein, depuis 2010 et après, des augmentations, des importations en provenance de ces pays-là, en particulier pour le marché de l'alimentation animale. Mais il n'y a pas que ça hein, qu'on a surveillé comme le lait sur le feu, même si on n'a pas fait grand-chose. Quand, en 2016, les récoltes de céréales en France ont été extrêmement mauvaises pour des raisons climatiques, eh bien, de nombreux pays qui se fournissaient historiquement en France, et notamment les pays d'Afrique du Nord, ont trouvé ce qu'on appelait à l'époque les routes de la mer Noire, les routes marchandes de la mer Noire, et ont changé en fait de partenaires commerciaux pour s'approvisionner. Ils se sont tournés massivement vers la Russie et vers l'Ukraine. Donc c'est pas un sujet nouveau que les gains de compétitivité dont a parlé Michel Portier, qui ont été réalisés en Russie et de même manière hein, en Ukraine depuis 10 ans, sont d'une certaine manière vus comme une menace commerciale pour beaucoup d'opérateurs de la production céréalière européenne. Y a-t-il eu des réponses à ce qui a été perçu comme une menace, Pierre-Marie Aubert ? Ça n'a pas été facile parce que, comme l'a dit Michel Portier, on est quand même sur des contextes, on va dire, socio-économiques et politiques qui sont très différents. Je partage pas nécessairement toute l'analyse qu'a fait Michel Portier sur la limite à l'agrandissement des structures. Hein. Il y a quand même beaucoup de terres qui vont à l'agrandissement en France aujourd'hui, même si les affaires font un travail de contrôle. Et je suis d'accord avec lui sur le fait que... Mais apparemment, on n'a pas du tout affaire au même ordre de grandeur. On a même l'impression, même si on parle bien sûr de grands céréaliers en France, le fait de passer d'exploitations qui font 1000 hectares à des exploitations qui peuvent faire jusqu'à 1 million d'hectares, j'imagine que ce sont des cas particuliers et on n'a pas affaire à des phénomènes de même nature. En fait, je vous pose la question d'ailleurs. Non, mais bien sûr, et je pense que Michel Portier a beaucoup d'éléments là-dessus. Les collègues d'Arvalis avaient fait pas mal de travaux sur les coûts de revient à l'hectare en fonction des années. Est-ce que c'est une année de bon rendement ou une année de mauvais rendement ? Et en fait, les Russes et les Ukrainiens étaient à peu près les seuls qui, quelle que soit la situation bon ou mauvais rendement, avaient des coûts de revient qui étaient inférieurs au prix de marché hors subvention. Donc, ils étaient sûrs d'être bénéficiaires sur leur production, alors qu'un céréalier français, en contexte, ses coûts de revient sont en général légèrement inférieurs et en cas de mauvaises années supérieurs au prix de marché mondial, et il ne doit en fait sa rentabilité économique que à l'existence de subventions. Donc c'est bien vu, et il y a effectivement beaucoup d'opérateurs qui demandent, et on va venir je pense sur des sujets très d'actualité, il y a beaucoup d'opérateurs qui disent c'est pas possible de continuer à travailler dans ces conditions avec ce différentiel en fait de normes sociales, de normes environnementales. Ça nous met en danger en termes de compétitivité prix sur le marché intérieur comme sur les marchés à l'export. Lâchez-nous les baskets et laissez-nous produire en paix. Ou alors, et je termine là-dessus, ou alors révisons. Notamment, il y avait eu un traité de voisinage qui avait été fait avec l'Ukraine qui permet d'importer encore plus facilement qu'auparavant les productions céréalières et agricoles en général. Donc là, il y a un enjeu commercial qui est très important, il y a un enjeu de normes de production qui est très important. Alors quand on parle de normes, on songe, Michel Portier, bien sûr, à l'utilisation d'intrants, l'utilisation d'engrais. Est-ce qu'il y a une différence, par exemple, entre la manière dont les Russes, les Ukrainiens utilisent les engrais dans ces différentes cultures ? Alors, dans la manière, sur les engrais, je dirais peut-être pas, mais la Russie a un gros avantage compétitif, c'est que le principal engrais, c'est l'azote pour faire pousser les céréales notamment. Et l'azote, c'est la composition du prix, c'est du gaz. Donc évidemment, on retrouve la problématique du fait que la Russie est un gros producteur de gaz, donc a des engrais, des coûts de production d'engrais bien inférieurs à la France. Donc sur l'utilisation des engrais, je ne pense pas qu'il y ait une grosse différence. Des semences OGM ? Alors évidemment, là, on va plutôt parler de l'Amérique du Sud comme concurrent ou de l'Amérique du Nord. Il est évident que les semences OGM étant interdites en Europe, on a un désavantage évidemment concurrentiel là-dessus. Parce que la Russie, l'Ukraine les utilisent ?
Alors, la Russie et l'Ukraine commencent à utiliser les OGM, mais ce ne sont pas, on va dire, les champions du monde. Les champions du monde sur les OGM, déjà, les OGM en blé, pour la première fois, ont été cultivés l'année dernière, je crois, en Argentine, mais les OGM en blé n'existaient pas. Ce qui existe en OGM, c'est surtout sur le maïs et sur le soja. Donc, des céréales aussi. Comment ? Donc dans des céréales aussi. Non, oui, maïs, céréales, évidemment, soja, donc protéagineux. Donc les gros exportateurs et fournisseurs sur la scène internationale de maïs, le premier producteur et exportateur de maïs, ce sont les États-Unis, bien évidemment, bénéficient par rapport aux maïsiculteurs français d'un avantage compétitif, c'est de pouvoir produire du maïs à un coût inférieur aux producteurs français, puisqu'il va pouvoir utiliser notamment du glyphosate avec des plantes résistantes au glyphosate grâce aux OGM. Mais alors, est-ce que ça crée, par exemple, un véritable différentiel de compétitivité, en mettant de côté, mais il faut en parler aussi, Michel Portier, la question, bien sûr, des normes différentes. Est-ce que oui, les normes sont différentes, d'utiliser cela ou pas ? Oui, mais bon, de toute façon, ce qu'il faut être certain, c'est que le marché puisse payer et soit en mesure de payer ce différentiel de surcoût de production qu'on aura avec les normes qui sont imposées. Je m'explique, aujourd'hui, un maïs non OGM doit valoir beaucoup plus cher qu'un maïs OGM. Bon, sous réserve évidemment des problèmes de logistique et des coûts en rendu. Mais après, quel est le consentement du consommateur à payer, on va dire, une agriculture raisonnée avec des normes beaucoup plus strictes par rapport à une agriculture beaucoup plus libérale et des normes bien plus légères, toute la problématique est là. Et je pense que l'un des sujets majeurs a été que depuis des années et des années, le poids de l'alimentation dans le budget des ménages n'a cessé de baisser. Et je pense qu'on est arrivé à un plancher et que ce poids de l'alimentation dans le budget des ménages devra augmenter si on veut conserver une alimentation saine et durable. L'autre question, rapidement, sur le bas coût de ces productions, c'était l'utilisation de main-d'œuvre, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est si important, la main-d'œuvre, parce qu'on voit ces énormes moissonneuses-batteuses, on se dit qu'aujourd'hui c'est très mécanisé, mais il y a quand même encore besoin de beaucoup d'agriculteurs pour faire tourner ces exploitations? Alors là où la main-d'œuvre va être un avantage compétitif par rapport à la France, c'est plutôt sur des produits qui nécessitent, vous avez tout à fait raison, beaucoup plus de main-d'œuvre. Donc j'irai plutôt sur les fruits et légumes, bien évidemment. Je pense aux asperges où on ne trouve pas de main-d'œuvre. On essaie de cultiver. Bon, mais ça, c'est pas vraiment l'arme alimentaire. Non, c'est pas l'arme alimentaire. Alors si on reste sur l'arme alimentaire, je vais vous donner quand même un exemple. Il y a 1 an et demi, donc bien avant les débuts du conflit avec l'Ukraine et la Russie, puisqu'on conseille, nous, on conseillait pas mal d'exploitations agricoles et de holding en Russie, on avait un coût de production départ ferme à 90 € la tonne en blé, quand nous étions à 150 € tonne. Ah oui, donc il y a une réelle différence. On poursuit ces explications sur l'utilisation par la Russie de l'arme alimentaire et la manière, on en reparle dans une vingtaine de minutes, dont il pourrait y avoir une véritable précarité alimentaire dans certaines régions du monde, du fait donc de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Nous sommes en compagnie de Pierre-Marie Aubert, qui coordonne l'initiative politique publique pour l'agriculture européenne, et Michel Portier, directeur d'Agritel. Il est 8h sur France Culture. La guerre entre la Russie et l'Ukraine entraîne une hausse record du prix des matières premières alimentaires, du blé, de l'huile, du soja, de l'inflation dans nos contrées et puis peut-être des famines ailleurs. On en parle en compagnie de Michel Portier, directeur d'Agritel, cabinet d'analyse et de conseil spécialisé dans les marchés agricoles et agro-industriels, et Pierre-Marie Aubert. Vous êtes en duplex depuis Bruxelles. Vous coordonnez l'initiative politique publique pour l'agriculture européenne. Et j'aimerais vous faire réagir à un jugement qui est formulé par un expert interrogé par le journal L'Opinion. Ce jugement est le suivant. On pensait la Russie en déroute.
elle est en passe de donner à l'Occident une leçon de guerre économique. Les cours du blé russe, maîtrisés par Moscou, sont les plus bas de la planète, à 419 $ la tonne. L'abondant blé russe est un produit d'appel pour les pays pauvres. Qu'en pensez-vous, Pierre-Marie Aubert ? Il y a une part de vérité ou de lucidité dans ce constat. Un blé à 419 € la tonne dans les systèmes alimentaires du Sud, donc des pays du Sud, dont en fait la résilience a été quand même mise à mal par des années d'ajustement structurel et avant ça, par des choix politiques en fait d'orienter les investissements vers le secteur secondaire et l'industrie plutôt que d'investir dans l'agriculture, parce qu'on a fait des paris sur une industrialisation rapide et sur le fait que le secteur primaire n'allait pas être utile à cela. Effectivement, pour tous ces pays-là, c'est hyper intéressant de pouvoir toucher du blé russe à ces prix-là. Maintenant, ça, c'est la situation aujourd'hui. Il y a des enjeux de réponse à court terme et on en a. Et il y a aussi des questions à moyen et à long terme. Qu'est-ce qu'on peut faire à court terme ? Parce que j'imagine que l'élasticité des terres agricoles est faible. Est-ce qu'il y a des stocks de réserve ? Est-ce que ces stocks peuvent être utilisés pour tenter de contrer la manière dont la Russie utilise aujourd'hui l'arme alimentaire ? Il y a deux choses qu'il faut bien avoir en tête. D'une part, la question de la hausse des prix que vous avez évoquée tout à l'heure. Il ne faut pas oublier que cette hausse des prix, c'est pas la conséquence directe du conflit ukrainien. Enfin, disons que ça, c'est un élément conjoncturel qui effectivement a joué très fort récemment, mais qui est venu s'ajouter à une tendance structurelle. La hausse des prix agricoles, elle a démarré en fin 2020. Et comme l'a dit Michel Portier, elle suit directement et de manière quasiment homothétique la hausse des cours de l'énergie qui elle-même détermine la hausse des cours des fertilisants, etc. Certes, mais il y a quand même 20 millions de tonnes de céréales bloquées dans les silos en Ukraine. Alors, je ne suis pas capable, mais d'ailleurs, je vous pose la question de savoir s'il s'agit d'un poids suffisant en matière de céréales pour peser sur les cours internationaux. J'imagine que oui, je ne sais pas dans quelle mesure. En fait, il faut bien avoir en tête. Ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, il faut distinguer la question de l'accessibilité physique et de la disponibilité physique et de l'accessibilité en prix. La disponibilité physique maintenant, elle est pas en cause, ou en tout cas, elle est modérément en cause. Mais ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on a un problème en tout cas, d'organisation des marchés et d'accroissement des prix du fait que il y a un morceau qui manque. Est-ce qu'il est gros, petit, moyen par rapport à l'état des stocks privés sur lesquels on n'a aucune information ? C'est toujours difficile à dire. On sait très bien qu'il y a des récoltes qui vont être mauvaises dans certains pays. Donc, il y a un problème physique, c'est clair. Mais il y a surtout un problème d'organisation des marchés qui fait que la hausse des prix, elle est sans commune mesure avec le problème physique qui est en train de se poser. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Et donc, ce que j'allais dire, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, la crise de 2007, la crise de 2010, qui étaient des crises aussi de prix alimentaires très importants, ont donné à voir des opérateurs qui ont été capables d'engranger des bénéfices extrêmement importants parce qu'ils avaient un rôle d'intermédiation sur les marchés. Donc, il faut vraiment raison garder par rapport à quel est l'enjeu de cette hausse des prix. Cette hausse des prix, c'est un drame pour tous les pays qui sont extrêmement dépendants des imports. Et notamment et qui sont dépendants d'aide alimentaire, parce qu'avec 1 euro, on achète moins d'aide alimentaire quand les prix sont à 400 € la tonne plutôt qu'à 200 € la tonne. Mais on est aussi en capacité de dire, attendez, ces prix, ils dépendent pour une part de formes de spéculation. On est en capacité de faire des choses là-dessus. Juste, on n'a peut-être pas envie. Mais alors, à quoi pensez-vous ? Qu'est-ce que l'on pourrait faire ? Parce que ce qui est quand même ironique, tristement ironique dans cette situation, c'est que tout cela procède de volonté de sanctionner la Russie. Et si on en croit cette assertion que j'ai citée tout à l'heure, c'est la Russie qui donnerait à l'Occident une leçon de guerre économique, parce que c'est la Russie qui est aujourd'hui en passe de donner les cartes sur le marché international en matière de céréales. C'est clair que les pays très dépendants des importations de blé aujourd'hui, et on voit bien ce qui se passe en Afrique en termes de réaction, ils sont très contents de faire affaire avec la Russie. Et d'un point de vue géopolitique, c'est clair que là, il y a des leçons à tirer de tout ça. Maintenant, que peut faire l'Europe ? L'Europe n'est pas non plus complètement démunie. On a 8% de nos céréales qui partent en incorporation en biocarburants.
Bon, on peut aussi décider aujourd'hui de limiter le taux d'incorporation. Ça a été fait par certains pays en Europe centrale qui ont décidé de passer à zéro ce qu'on appelle le mandat d'incorporation, c'est-à-dire la part de biocarburant qu'on met dans l'essence ou le gasoil à la pompe pour libérer des volumes. Pardonnez-moi, je vous coupe. Cela aura d'autres conséquences parce que vous allez le faire. Si vous diminuez le taux d'incorporation, vous allez le diminuer précisément au moment où les hydrocarbures sont au plus haut. C'est sûr. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des questions de court terme. Et effectivement, à court terme, il y a quand même des questions sur lesquelles je prétends pas avoir toutes les réponses. Et il y a des questions de moyen terme et de long terme. Et je voudrais pas que parce que à court terme, on a des enjeux très importants, on oublie d'avoir une réflexion à moyen terme, à long terme. Et à moyen terme, à long terme, les réponses, elles se trouvent au nord, pays OCDE, comme dans les Suds. Dans les Suds, les systèmes alimentaires qui ont été construits depuis les 20, 30 dernières années et au-delà même dès les années 70, c'est des systèmes profondément, ce qu'on pourrait dire, hétéronomes, qui sont construits sur la dépendance délibérément, parce qu'encore une fois, on voulait pas investir dans l'agriculture, on pensait que c'était plus intéressant d'investir dans voilà. La Banque mondiale, en 2008, a sonné le rappel en disant on s'est un petit peu trompé, il faut relancer les investissements, l'aide publique au développement pour le développement agricole. Ça n'a pas été suivi non plus d'effets extrêmement importants. Il y a une analyse qui a été faite. Et pour ce qui concerne les pays du Nord, aujourd'hui, on est quand même sur des taux d'utilisation de la production végétale de 60, 70, voire 75% selon les cultures en alimentation animale pour une surconsommation de protéines animales qui est de l'ordre du double de ce dont on a besoin pour couvrir nos besoins nutritionnels. Donc, à moyen terme, il faut penser simultanément la transition des systèmes alimentaires du Nord vers une moindre utilisation de la production végétale pour la production animale et les systèmes alimentaires du Sud vers une restructuration et un accroissement de la résilience de ces systèmes. Il y a des marges de manœuvre énormes dans tout un tas de pays d'Afrique subsaharienne pour accroître la production et pour répondre aux besoins des marchés locaux, régionaux. Qu'en pensez-vous, Michel Portier ? Oui, enfin, je partage l'essentiel de ce qu'a dit Pierre-Marie Aubert, à quelques bémols près, notamment sur les biocarburants. Je pense qu'il ne faut pas confondre les solutions court terme qui mettraient à mal les solutions long terme. C'est-à-dire, on ne peut pas détruire une filière qu'on a construite sur le biodiesel ou sur le bioéthanol du jour au lendemain. Il ne faut pas oublier que tout ce qu'on utilise en biodiesel ou en bioéthanol, derrière, il y a des dérivés, c'est-à-dire qu'il y a des drèches, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on va pouvoir nourrir aussi les animaux avec des coproduits de cette industrie des biocarburants. Oui, ça veut dire que quand vous faites du biocarburant, la totalité ne va pas en biocarburant. Non, bien entendu, vous avez ce qu'on appelle des drèches, des résidus, c'est-à-dire on ne met pas directement du blé dans son réservoir, donc ça passe par une industrie. Dans cette industrie, il y a ce qu'on appelle des coproduits, et ces coproduits servent à la nourriture animale. Donc, il faut bien reprendre l'ensemble de la filière et des équilibres. Mais on a quand même affaire, et ça c'est très marquant, Michel Portier, lorsqu'on prend par exemple la dépendance au blé ukrainien, on se rend compte que certains pays sont dépendants à 65%, le Liban par exemple, la Libye 45%, la Somalie et l'Érythrée 50%, ce sont précisément des pays qui sont déjà dans des situations absolument dramatiques, qui sont justement les plus dépendants à ce blé ukrainien. Oui, alors, comme l'a dit Pierre-Marie Aubert, la situation n'a pas démarré au mois de février. On était parti depuis, effectivement, 2020, à notre avis, sur une hausse structurelle des cours des denrées alimentaires, des matières premières agricoles, pour des raisons liées, effectivement, à l'énergie, et puis liées aussi à des incidents climatiques à répétition. Il ne faut pas oublier que l'an passé, on a eu un incident climatique majeur au Canada, qui a connu une sécheresse absolument historique, qui fait que ça a déséquilibré le marché. Le marché est un équilibre fragile. Je vais vous donner un exemple. On produit grosso modo 770 millions de tonnes de blé dans le monde. Sur ces 770 millions de tonnes de blé dans le monde, il y a autour de 200 millions de tonnes de blé qui sont échangées, donc exportés et donc importés aussi. Et cette année, c'est essentiellement un problème de logistique qui fait flamber les prix. Pourquoi ? Parce qu'il va manquer 20 millions de tonnes de céréales, effectivement, de l'Ukraine, très clairement, ce qui fait que on considère Alors, que... 20 millions, du coup, c'est pas grand-chose dans ces volumes-là. 20 millions sur 200 millions, ça fait 10%. Ça fait 10%. Si vous regardez l'élasticité des marchés, 10%, s'il manque 10% du commerce mondial sur du blé, c'est gigantesque. Mais sur les stocks de réserve que nous avons, même si effectivement cela aura un impact sur les prix, est-ce que ces 10 millions, ils sont absorbables ?
On a des stocks, mais la problématique, c'est comment les rendre disponibles sur le marché. Même si ça fait un peu plus d'un mois de stock. J'espère que l'Union européenne a un mois de stock de blé. L'Union européenne n'a pas beaucoup de stock de blé par rapport, si on compare à la Chine. La Chine a quasiment presque un an, 9 mois, 10 mois de stock de blé. L'Union européenne a beaucoup moins de blé, peut-être 10-12% de sa consommation en blé en stock, mais il n'y a pas de danger majeur, même si on a un incident climatique important sur l'Europe. Dieu sait si on peut parler d'actualité aujourd'hui avec la sécheresse en France. Nous sommes quand même assez résilients dans ce domaine. Et n'oublions pas que la France est le premier pays exportateur de blé et de maïs, d'ailleurs, en Europe. Donc on exporte 1 tonne sur 2. Donc pour la France, il n'y a pas de souci majeur, quoi. Ce qui veut dire qu'on a aussi une agriculture très productive, parce qu'on parlait tout à l'heure de ces immenses exploitations au Kazakhstan. Vous évoquiez 1 million d'hectares. En France, vous disiez 1000 hectares pour l'exploitation moyenne, mais une productivité 6-7 fois supérieure. Tout à fait. Si je prenais le Kazakhstan, le Kazakhstan, à cause du climat, ne peut semer son blé qu'au mois de mai. Il récolte au mois de septembre, grosso modo. Donc c'est ce qu'on appelle du blé de printemps, avec un cycle végétatif extrêmement court. La moyenne de rendement à l'hectare au Kazakhstan, c'est 1 tonne 4. La moyenne de rendement en France, sur une moyenne quinquennale, c'est 7 tonnes 3. Donc effectivement, on voit qu'en France, on a une agriculture très productive. Une agriculture très productive, une agriculture qui, là aussi, utilise peut-être moins de pesticides, moins d'engrais qu'au Kazakhstan ou en Ukraine, ou est-ce qu'il n'y a pas véritablement de différence dans les traitements pour ce type de production ? Alors, si on aborde le problème des pesticides, déjà, j'aimerais qu'on ne parle pas de pesticides, mais de produits de protection de la plante. Quand vous allez à la pharmacie, que vous allez chercher un médicament, vous ne dites pas « je viens chercher un poison ». Donc, attention à l'agribashing dans ce domaine. Vous savez que c'est un autre débat, mais... Oui, mais vous m'avez tendu une perche. Donc, très, très clairement, en ce qui concerne les réductions d'intrants, et notamment d'utilisation de produits phytosanitaires de protection de la plante, donc... Vous utilisez tous les synonymes. Nous sommes effectivement très en avance dans ce domaine, mais je ne le regrette pas spécialement. La seule chose que je regrette, c'est, avant d'interdire quelque chose, c'est d'avoir la solution en portefeuille. Parce qu'on a un petit peu tendance, en France, excusez-moi, je vais prendre une expression très agricole, d'atteler la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire, on va commencer par interdire et après trouver la solution. Je raimerais qu'on trouve la solution avant d'interdire. Pierre-Marie Aubert, ça veut dire que on va progressivement se désintéresser de l'agriculture bio, de l'agriculture raisonnée, parce que l'urgence de l'époque, elle veut que l'on privilégie une agriculture productive, et pour que celle-ci le soit, il faut utiliser des intrants, une agriculture très mécanisée. C'est intéressant de le comparaison avec la Russie, l'Ukraine ou le Kazakhstan et puis l'Europe. L'Europe, on a parlé de la productivité, on va dire la productivité à l'hectare, des rendements physiques, combien on produit. On a donné ce chiffre de 7 tonnes de blé. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la plupart des pays d'Europe de l'Ouest et dans une moindre mesure d'Europe de l'Est, la productivité à l'hectare a atteint... On est très proche de ce qu'on considère comme étant le potentiel agronomique maximum, c'est-à-dire en gros, compte tenu des conditions de précipitation, de température et la qualité des sols, le maximum de ce qu'on peut produire par hectare. Et donc, on est assez loin de ces potentiels en Russie, en Ukraine, mais néanmoins, la manière dont on exploite, ça a été bien documenté par différents collègues travaillant là-dessus, dont on exploite en Russie, en Ukraine, c'est des exploitations quasiment minières du point de vue des sols. On a des sols extrêmement riches là en azote. Et en fait, on sait très bien que même si on est encore assez loin des potentiels agronomiques maximum, on est sur une agriculture qui est pas complètement soutenable sur le moyen, sur le long terme. Et en Europe de l'Ouest notamment, si on se disait par exemple, oui, en fait, il s'agit de produire plus, quelles sont les marges de manœuvre réelles dont on dispose ? Et en fait, elles sont assez faibles, voire très faibles. On est quand même sur des bilans nutritifs sur les plantes et sur l'environnement qui sont déjà extrêmement défavorables. On a des surplus, ce qu'on appelle des surplus d'éléments nutritifs qui sont extrêmement importants en azote, en phosphore, un peu partout, avec des effets délétères sur la qualité des eaux, sur la biodiversité, etc. Donc, en fait, et les rendements sur les principales cultures céréalières et oléagineux depuis 25 ans, ils sont où ? Ils stagnent. Et non seulement ils stagnent, mais parfois ils décroissent. Et
cerise sur le gâteau, ils sont de plus en plus variables parce que, en fait, les aléas climatiques augmentent, etc. Donc, si sur les rendements, on a peu de marge de manœuvre, voire pas du tout, parce qu'en fait, on a un problème de gestion de nos éléments nutritifs, est-ce qu'on peut aller chercher du côté des surfaces? Ça a été les propositions qui ont été faites par le gouvernement français, qui ont été reprises par certains opérateurs en disant on va mettre en culture des jachères. Bon, je rappelle que ces jachères, en fait, c'était des surfaces d'intérêt écologique qui avaient été mises en place pour assurer un certain niveau de biodiversité dans les agrosystèmes. Donc, c'est pas spécialement des jachères en tant que surface qu'on a mis en repos pour les cultiver plus tard. En fait, le potentiel productif de ces jachères est extrêmement faible. Et dernier élément, je pense qu'il faut quand même avoir ça en tête, c'est que si les rendements ils stagnent et ils deviennent de plus en plus variables, ça signe aussi le manque de résilience et l'état dans lequel sont nos agrosystèmes, c'est-à-dire une forme d'épuisement. Pas partout de la même manière, et il ne faut pas être dans une forme de catastrophisme. Il y a plein d'agriculteurs qui font des choses extrêmement vertueuses, etc. Mais la question du bio et de l'agriculture raisonnée, c'est pas une question de principe. C'est une question qu'à un moment donné, est-ce qu'on veut qu'en 2035, en 2040, juste on puisse continuer à produire des choses? Et aujourd'hui, la question, elle se pose. Et il ne faut pas juste croire que c'est du catastrophisme d'écolos qui veulent tout foutre en l'air. C'est pas ça la question. Et donc, pour moi, la priorité, c'est le maintien du capital productif en fait de notre agriculture, du point de vue du vivant qui est quand même la base à partir de laquelle on produit. Et de ce point de vue-là, c'est pas une question morale de savoir s'il faut réduire les intrants, réduire les pesticides, etc. C'est juste une nécessité. Également par rapport aux enjeux climatiques, Michel Portier disait on n'a pas la solution quand on arrête les intrants. Je voudrais apporter une nuance. On n'a pas la solution au prix de marché. Bien sûr. C'est ça le problème. Et oui, mais aujourd'hui, c'est le prix de marché qui pose problème. On est d'accord. Mais agronomiquement parlant, des solutions pour réduire, pour diviser par 2 ou voire par 3 les doses de pesticides sans toucher au rendement, on les a agronomiquement. Simplement, ça suppose d'avoir des rotations plus longues, d'avoir des cultures qu'aujourd'hui on ne sait pas bien vendre, qu'on ne sait pas beaucoup transformer, etc. Et donc ça, c'est un obstacle majeur sur lequel on n'arrive pas à travailler. Et pour terminer, il me semble, et on y travaille dessus avec un certain nombre d'opérateurs privés, que si demain on avait une politique industrielle ambitieuse pour structurer les filières dont les agriculteurs ont besoin, s'ils veulent diversifier et s'ils veulent pouvoir mettre en œuvre les solutions agronomiques qui existent déjà face à certaines impasses sur le plan des protections des plantes, pour reprendre le terme de M. Portier, eh bien, on aurait des solutions à proposer aux agriculteurs. Aujourd'hui, il n'y a pas cette politique industrielle, il n'y a pas ce choix qui est fait. Michel Portier, l'autre solution, l'autre problème qui est posé par la question donc de l'arme alimentaire, c'est la manière dont sont utilisées ces céréales. Parce qu'on parle de céréales, de blé, il y a une partie qui va vers la production agricole, vers notamment l'élevage, une autre partie qui est directement de la consommation humaine. Quelles sont en grande masse les différentes destinations de ces productions ? Il y a évidemment la farine, déjà pour faire du pain. On va commencer pour le blé, par le premier élément que tout le monde connaît. Après, Pierre-Marie Aubert a effectivement signalé que le fait que nous soyons des carnivores font que les animaux, les bovins, sont de très mauvais transformateurs de protéines végétales. Il faudrait qu'on mange, nous, directement les protéines végétales, et donc qu'on passe par la transformation. Maintenant, est-ce qu'on va accepter de ne plus manger notre côte de bœuf sur le barbecue le dimanche? C'est peut-être, on peut réduire une chose, mais il ne faut pas oublier... Parce que c'est vraiment la côte de bœuf, il y a d'autres animaux qui se nourrissent de céréales. Donc, si on prend les différents marchés, je crois que vous voulez réagir, Pierre-Marie Aubert, si on prend les différents marchés, donc non seulement les bovins, mais aussi la viande de porc, le poulet, car je crois que la volaille est en forte progression. Oui, en fait, je pense que c'est important de considérer l'ensemble des productions céréalières et oléagineuses qui sont dans les grandes cultures, dans les grandes plaines ukrainiennes et russes. L'essentiel de la production céréalière en Ukraine depuis 2010, il y a eu un shift, c'est le maïs. Et c'est un maïs qui est essentiellement à destination de l'alimentation animale dans les pays où il est exporté. Quel type d'animaux ? Par exemple, des porcs et les poulets. En Europe, c'est l'Espagne, l'Italie, et les Pays-Bas qui sont des grands importateurs à la fois de maïs et de tourteaux de tournesol de la Russie pour dans les élevages. Et les vaches, qu'est-ce qu'elles mangent ? Je veux dire, est-ce qu'elles pèsent peu lourd, les vaches, dans cette production Les vaches,
les vaches, elles pèsent lourd dans la partie protéagineux, dans le soja. Quand on veut faire de la vache non OGM, donc du lait bio, enfin pas bio d'ailleurs, on va aller chercher en Ukraine et peut-être en Russie du soja, car on aura une garantie non OGM qu'on ne peut pas avoir avec le Brésil ou les États-Unis. Mais je voudrais dire, par rapport à ce qu'a dit Michel Portier tout à l'heure, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des systèmes d'élevage bovin qui sont allés vers des formes d'intensification et où, du coup, on donne à manger à des vaches des céréales qu'on pourrait manger nous et des oléagineux ou des protéagineux sous forme de tourteaux. En fait, on sait très bien aussi que les bovins et les ruminants en général sont des excellents recycleurs et des excellents transformateurs de protéines non digérable par l'homme, et que des systèmes plus extensifs, comme on a pu en avoir et comme il en existe encore fort heureusement, permettent en fait de valoriser des espaces qui sont pas utilisables pour la production humaine et permettent de rendre à la société tout un tas de services écosystémiques en termes de fourniture d'azote, de fourniture de pollinisateurs, de fourniture de paysages, et que si on doit réfléchir comment on alloue nos animaux, il ne s'agit pas de dire que tout le monde est végétarien ou vegan, c'est pas du tout ça le propos. Quand on mange 65 grammes de protéines par jour animal, on peut descendre à 30, 35, il n'y a aucun problème, nous disent les nutritionnistes, donc divisé par 2. Et en fait, ce que nous disent les travaux les plus récents en la matière, c'est que la meilleure manière de faire d'un point de vue de l'optimisation de l'usage des terres et des ressources dont on dispose, c'est de le faire en développant des systèmes d'élevage qu'on va appeler, qui reposent sur de la biomasse à coût d'opportunité. C'est-à-dire, en gros, de la biomasse qu'on n'aurait pas pu utiliser pour autre chose. Donc, c'est des pâtures pour les animaux et c'est tous les coproduits dont parlait Michel Portier tout à l'heure pour les monogastriques. Michel Portier. Ouais, non, la problématique majeure, mais vous l'avez évoqué, Monsieur Aubert, la problématique majeure, c'est le consentement du consommateur à payer une agriculture, des produits, on va dire, sains, durables et éco-responsable, si on peut dire un petit peu ça. Mais aujourd'hui, avec le pouvoir d'achat qui est effectivement en baisse et qui fait un gros sujet d'actualité à l'heure actuelle, le consommateur va chercher le produit le moins cher. D'où on importe du poulet de Pologne, d'où on importe tout un tas de produits qui ne respectent pas d'ailleurs nos normes à nous, du poulet brésilien. Et donc, il faut être confronté aussi à la réalité du terrain, où le pouvoir d'achat est un facteur clé dans la politique. Il faut rajouter, Michel Portier, à cet égard, je regardais la progression des différents prix, elle est particulièrement élevée dans le domaine de la viande. La viande est en tête des produits aujourd'hui qui subissent l'inflation. Oui, c'est logique, parce que de toute façon, lorsqu'on regarde la part de l'alimentation dans la production d'un kilo de viande, elle est extrêmement importante. Donc, il est très clair que, par exemple, dans une baguette de pain, la part de la farine est relativement faible, même s'il faut évidemment impacter la hausse des cours du blé sur le prix de la baguette de pain. Mais dans la baguette de pain, ce qu'il faut prendre en compte, c'est la main-d'œuvre, l'électricité, notamment. Donc, sur un bovin, et effectivement, la part de l'alimentation nécessaire à l'animal, à la production d'un kilo de viande est extrêmement importante. Ce qui veut dire que là aussi, Pierre-Marie Aubert, là, on peut imaginer que le consommateur évolue dans ses choix tout simplement parce qu'il y a aujourd'hui l'inflation. Peut-être que cela incitera certaines personnes, mais alors hélas de manière contrainte, à diminuer leur consommation de viande. Peut-être que cela pourrait aussi réorienter les pratiques alimentaires. C'est une question qu'on s'est posée à l'IDRI, finalement, compte tenu de ce qu'on appelle les élasticités prix, c'est-à-dire en gros l'impact d'une hausse de prix ou d'une baisse de prix sur les pratiques de consommation. Qu'est-ce que ça peut produire ? Et effectivement, je voudrais d'abord rappeler quelque chose d'important. La consommation de protéines animales est relativement stable entre les différentes sociétés françaises. Quel que soit le niveau de diplôme, quel que soit le niveau de revenu, on est sur une consommation de l'ordre assez similaire de 52-55 grammes de protéines animales par jour, dont 25 à 28 grammes de protéines animales issues de la viande, le reste venant des produits laitiers. Ça, c'est hyper important à avoir en tête. Et en fait, ce qui va changer, c'est la nature des produits animaux qui sont achetés. Michel Portier le rappelait tout à l'heure, effectivement, on a une augmentation très importante des importations sur le marché intérieur issues de Pologne, d'Allemagne, d'Ukraine, sur des produits d'entrée de gamme qu'on n'est pas capable de produire ou plus capable de produire en France. Donc, ce qu'on s'est posé comme question, c'est est-ce que la hausse des cours peut être
une manière, la hausse des prix des produits animaux, de faire évoluer les pratiques alimentaires. Alors, outre le fait que c'est quand même quelque chose qui, politiquement, aujourd'hui, est pas facile à défendre, hein, on va dire, ceux qui ont les budgets les plus contraints, vous pouvez en profiter pour manger moins de produits animaux. Je pense que c'est pas tout à fait audible et c'est pas tout à fait légitime de le dire comme ça. On a besoin d'embarquer tout le monde dans cette discussion-là. Et on sait très bien, je voudrais juste dire une dernière chose. On sait très bien que les pratiques alimentaires aujourd'hui en matière notamment de produits animaux, sont quand même essentiellement le produit d'une politique de l'offre. C'est-à-dire, en gros, on a c'est toujours les objectifs de la politique agricole commune. Hein. On a voulu baisser le coût de l'alimentation, on a augmenté la production animale parce que c'était la meilleure manière, en gros, de maintenir de l'emploi et de la valeur dans le système alimentaire. Voilà, mais maintenant on augmente. Voilà, aujourd'hui, donc on a des flux poussés. Et donc la question aujourd'hui, c'est comment on fait pour pas revenir en arrière, parce qu'il ne s'agit pas de revenir en arrière, il s'agit de faire continuer d'évoluer cette pratique alimentaire. Et c'est quand même un sujet qu'on a du mal à faire émerger dans l'espace public comme un objet légitime de discussion. Un mot de conclusion, Michel Portier. Un mot de conclusion, je voudrais quand même qu'on élargisse le débat, pas uniquement à la France. Hein. Si vous regardez l'augmentation du pouvoir d'achat en Inde ou l'augmentation du pouvoir d'achat en Chine, comme conséquence, ça a automatiquement une augmentation de la consommation de viande. Mais là aussi, on voit par exemple que la Chine, vous l'évoquiez tout à l'heure, Michel Portier, a pris un certain nombre de mesures, des mesures qui vont encore peser sur l'augmentation des cours. Oui, non, mais de toute façon, c'est très clair qu'il faut remettre au centre du débat, et puis je pense que Pierre-Marie Aubert est d'accord avec moi, il a cité Sébastien Habis, c'est qu'il faut remettre le débat de la souveraineté alimentaire, non pas seulement en France, mais au niveau du monde. Et est-ce que c'est quelque chose qui est fait aujourd'hui ? C'est quelque chose qui, je l'espère, va être mis au devant de la scène. Merci à tous les deux. Pierre-Marie Aubert, vous coordonnez l'initiative politique publique pour l'agriculture européenne et je remercie Angélique Bouin qui a rendu ce duplex depuis Bruxelles possible. Merci Michel Portier, vous êtes directeur d'Agritel, un cabinet d'analyse et de conseil spécialisé dans les marchés agricoles et agro-industriels.